Salut à tous et Adam de Planète Tutorat, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans notre voyage à travers le temps où nous explorons aujourd'hui l'une des périodes les plus transformatrices de l'histoire, la révolution industrielle en Grande-Bretagne. Plongeons dans cette ère de progrès et de changement pour comprendre ses origines et ses impacts. La révolution industrielle en Grande-Bretagne, c'est pas seulement une histoire d'usines et de marchés, c'est une histoire de personnes, d'innovation et d'une transformation profonde de la société, de la technologie, de l'agriculture et du travail. Rejoignez-nous pour explorer comment cette révolution a remodelé le monde. La révolution industrielle est généralement considérée comme ayant commencé vers la fin du XVIIIe siècle, autour des années 1760 ou 1770, bien que la date exacte puisse varier selon les historiens et le contexte géographique. Comprenons que cette période marque le début de grands changements dans la production agricole, manufacturière, minière et de transport, principalement en Angleterre, avant de s'étendre à d'autres parties du monde. Donc, nous sommes au XVIIIe siècle, une époque où la demande pour les textiles et la métallurgie connaît une croissance spectaculaire. Mais qu'est-ce qui a alimenté cette demande sans précédent ? Trois facteurs clés sont à l'origine de cette transformation. Alors, premièrement, la révolution agricole a entraîné une augmentation significative de la population, créant ainsi un plus grand marché pour les biens. Deuxièmement, les métropoles britanniques, au cœur d'un vaste empire colonial, se doivent de fournir des produits manufacturés à toutes leurs colonies. Et troisièmement, avec l'établissement d'une armée permanente, la Grande-Bretagne doit désormais vêtir et armer ses soldats, augmentant la demande pour le textile et la métallurgie. Donc la textile pour la confection de linge, de couverture également, et la métallurgie pour la construction de la machinerie, des moyens de transport, etc. Donc c'est vraiment logique que le textile et la métallurgie soient en demande à cette époque. Parce que bien entendu, on ne va pas construire les machines avec des branches d'arbres, donc on va les construire avec du métal. Cette période aussi voit l'apparition de nouveaux rôles clés dans la société, le marchand-fabricant. Donc ces pionniers de l'industrie ne se contentent pas de vendre des marchandises, ils orchestrent la production en faisant appel à des artisans pour répondre rapidement à la demande croissante. Pour renforcer la qualité, l'uniformité et la discipline, les marchands-fabricants adoptent ensuite le factory system. Donc, le factory system, c'est de rassembler les artisans sous un même toit pour que les marchands-fabricants puissent exercer un contrôle plus strict sur la production. Donc ce mode de fonctionnement, donc la factory system, permet aux marchands-fabricants de devenir plus compétitifs et de répondre plus efficacement aux besoins de leurs clients. Donc, pourquoi ça leur permet d'être plus compétitifs ? Tout simplement parce qu'ils ont plus le contrôle sur la production. Ils peuvent s'assurer que les artisans fabriquent les produits le plus rapidement possible et de s'assurer que les produits soient tous fabriqués de la même façon, donc de façon plus uniforme. En parallèle, les hommes d'affaires britanniques ayant amassé des fortunes grâce au mercantilisme cherchent à maximiser leurs profits. Donc le mercantilisme, on se rappelle que c'est une théorie économique entre le XVIe et le XVIIIe siècle, pratiquée en Europe, dans lequel la métropole utilise les ressources de ses colonies pour s'enrichir. Alors les hommes d'affaires, s'étant enrichis grâce au mercantilisme, investissent donc massivement dans la recherche de méthodes de production plus efficaces et rentables, jetant ainsi les bases de l'industrialisation en Grande-Bretagne et par la suite dans le monde entier. Bien entendu, cette période de changement majeur n'est pas le fruit du hasard. 6 facteurs clés se sont alignés en Grande-Bretagne, créant un environnement propice à une révolution industrielle. Je nommerai les 6 pour commencer et j'irai plus en détail pour chacun d'entre eux. Alors premièrement, la présence de capital. Le commerce colonial a rempli les coffres des hommes d'affaires britanniques, majoritairement des bourgeois, qui ont ensuite investi ces richesses dans l'industrie naissante. Mais l'argent seul ne suffit pas. Deuxième point, les colonies jouent un rôle crucial, non seulement comme source de matières premières, mais aussi comme marché pour les produits fabriqués. Troisièmement,
on ne peut pas ignorer l'impact des nouvelles technologies. Donc le XVIIIe siècle est marqué par des innovations, dont la plupart significatives, qui sont des machines comme la machine à vapeur améliorée par James Watt après 1765. Quatrième point, le charbon, cette ressource noire et puissante, est le quatrième pilier. Sa présence en abondance sur le territoire britannique a fourni l'énergie nécessaire pour alimenter les usines et les machines. Point numéro 5, l'agriculture. Donc elle aussi se transforme. Les avancées techniques permettent une production accrue, soutenant la population et fournissent des travailleurs pour les nouvelles industries. Enfin, le sixième facteur, l'abondance de la main-d'œuvre, donc l'augmentation de la population et l'exode rural vers les villes assurent aux usines un réservoir constant de travailleurs. Donc ces 6 facteurs réunis propulsent la Grande-Bretagne et le monde entier dans une nouvelle ère. Au XVIIIe siècle, les hommes d'affaires britanniques, majoritairement issus de la bourgeoisie, font beaucoup de commerce colonial. Donc ces entrepreneurs astucieux ne se contentent pas de petites affaires, ils amassent des capitaux astronomiques grâce aux échanges de biens exotiques et de matières premières. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi des capitaux ? C'est tout simplement de l'argent. Donc ils amassent beaucoup d'argent grâce aux échanges de biens exotiques. Donc exotique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quelque chose qui vient d'ailleurs. Et aussi, ils amassent énormément d'argent avec les matières premières également. Donc avec des coffres qui débordent d'argent, ces bourgeois envisagent une nouvelle ère de prospérité. Mais voilà, pour bâtir des usines, les piliers de l'industrialisation, eh bien, il faut des sommes encore plus colossales. Donc comment rassembler des ressources financières suffisantes ? Un groupe d'entrepreneurs visionnaires trouve la solution. Ils unissent leurs forces et leurs fortunes pour créer un phénomène révolutionnaire, les banques modernes. Et oui, ils créent des banques et ces institutions deviennent le berceau de l'argent nécessaire à la construction des usines, jetant les bases de l'industrialisation britannique. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, un autre mécanisme financier émerge pour soutenir l'essor industriel, c'est la bourse. Donc ce marché où se rencontrent investisseurs et entreprises devient un carrefour vital pour l'accumulation de capitaux. Donc comme les banques, la bourse joue un rôle primordial dans le réinvestissement des richesses dans le secteur industriel. En résumé, les bourgeois obtiennent des capitaux, de l'argent, grâce au commerce colonial, soit les échanges de produits exotiques et de matières premières, et ils créent des banques pour avoir encore plus d'argent, pour avoir les fonds nécessaires afin de créer des usines, ainsi qu'avec l'aide de la bourse pour réinvestir les richesses dans le secteur industriel. Et ce sont les usines financées par ces deux solutions, donc banque et bourse, qui vont lancer l'industrialisation. Deuxième point qui fait en sorte que la Grande-Bretagne se crée un terrain propice à la révolution industrielle, ce sont les colonies. Les colonies servent de réservoir inépuisable de ressources naturelles. Les terres lointaines sont sous le joug britannique et fournissent les matières premières et produits agricoles essentiels au fonctionnement des usines naissantes en Grande-Bretagne. Donc c'est une symbiose économique où les colonies alimentent la machine industrielle britannique. Deuxièmement, ces mêmes colonies se transforment en marché florissant pour les produits manufacturés en Grande-Bretagne. Les marchandises issues des usines anglaises trouvent de nouveaux débouchés dans ces territoires lointains. Donc c'est une stratégie doublement avantageuse. Les colonies fournissent et consomment, soutenant ainsi le cycle économique de l'industrialisation. Troisième point, la technologie. Le XVIIIe siècle, c'est aussi une période de transformation et d'innovation qui change le visage de la technologie et de l'industrie. Ce siècle est caractérisé par une effervescence d'innovation technique. Certains de ces développements sont révolutionnaires, d'autres le sont moins, mais tous contribuent à un paysage en pleine mutation. Donc, parmi toutes ces inventions, une se distingue plus particulièrement, la machine à vapeur. C'est James Watt, un ingénieur écossais qui, après 1765, avec le soutien d'un homme d'affaires anglais, transforme radicalement cet appareil. La machine de Watt n'est pas seulement une source d'énergie autonome, faut comprendre à quel point cette machine-là est révolutionnaire dans l'histoire parce que la machine à vapeur fournit une source d'énergie puissante et fiable, permettant
l'automatisation et l'augmentation de la production dans les usines. En gros, tout se fabrique plus facilement et plus rapidement grâce à la machine à vapeur. Donc elle a transformé les industries, notamment le textile et les transports, avec le train et le bateau à vapeur par exemple, en facilitant donc le commerce et la communication à grande échelle. Oui, imaginez livrer une tonne de marchandises en calèche, ça en prendrait une éternité pour transporter la quantité de marchandises qu'un train par exemple pourrait transporter. C'est vraiment une innovation qui a marqué le passage d'une économie basée sur le travail manuel et animal à une économie industrielle motorisée. Quatrième point, faisant en sorte de favoriser la transition vers une révolution industrielle, nous vient d'une transformation énergétique où une ressource noire et dense commence à redéfinir l'industrie, le charbon. Donc jusqu'alors, l'humanité s'est appuyée sur des sources d'énergie limitées, mais tout change en 1709 quand une nouvelle méthode révolutionnaire, la purification du charbon, permettant d'obtenir du carbone pur. Cette avancée transforme la production énergétique, offrant une puissance sans précédent, avec la capacité de créer des hauts fourneaux atteignant des températures inimaginables. Le charbon devient la clé de voûte de l'industrialisation, propulsant la métallurgie vers de nouveaux sommets. Donc la Grande-Bretagne, richement dotée en mines de charbon, tire avantage de cet or noir. Cette abondance locale donne au pays une autonomie remarquable dans l'établissement de ses usines, surtout dans les régions où le charbon est aisément accessible. Donc les régions britanniques qui s'industrialisent le plus rapidement sont celles qui se trouvent sur les veines de charbon. Donc cette proximité avec la ressource réduit les coûts de transport et accélère le développement industriel. Donc un phénomène que nous pouvons observer sur la carte de la Grande-Bretagne. Donc le charbon ne se contente pas de brûler, il alimente la révolution industrielle, transformant non seulement l'industrie, mais aussi le paysage économique et géographique de la Grande-Bretagne. Ce que vous devez retenir, c'est qu'en 1709, on utilise maintenant le charbon pour obtenir du carbone pur, de l'énergie pour faire fonctionner les machines. Ce que vous devez aussi retenir, c'est que le Royaume-Uni est plein de ressources en charbon. Donc le Royaume-Uni est très malin et utilise sa propre ressource naturelle, le charbon, pour propulser son économie. Et logiquement, ce sont toutes les villes aux alentours des mines de charbon qui s'industrialisent le plus rapidement, si on exclut Londres bien sûr. Point numéro 5 des causes menant à la révolution industrielle, l'agriculture. La révolution industrielle n'a pas seulement lieu dans les grandes villes et les industries, mais aussi dans les champs et les fermes. Donc entre 1680 et 1720, l'agriculture connaît une révolution marquée par des innovations qui changent le paysage rural à jamais. De nouvelles techniques permettent de défricher les terres plus aisément et d'assécher les marais. Donc en gros, ces techniques aident à transformer les marais en zones utilisables. De plus, l'utilisation de nouveaux types d'engrais rend les récoltes plus abondantes. Donc les agriculteurs adoptent également la rotation des cultures, une méthode plus efficace que l'ancienne pratique de laisser reposer la terre et d'y utiliser la jachère. En même temps, de nouvelles machines agricoles aident les fermiers, rendant le travail beaucoup moins pénible. Par contre, ces changements ont aussi des côtés moins positifs. Les terres sont maintenant si précieuses que les grands propriétaires les rachètent, laissant peu de chance aux petits agriculteurs de survivre financièrement. Ces changements rendent les terres précieuses principalement parce que les nouvelles techniques et la machinerie agricole les rendent plus productives. En d'autres termes, avec ces innovations, on peut cultiver plus de nourriture et de manière plus efficace sur la même quantité de terre. Ça signifie que chaque morceau de terre peut générer plus de revenus qu'avant. Donc voilà pourquoi les terres prennent plus de valeur et les paysans sont de moins en moins capables de les payer. Donc il y a aussi de nouvelles lois, appelées les lois sur les enclosures, qui permettent à ces grands riches propriétaires de mettre des clôtures autour des terres, forçant les petits paysans à aller chercher du travail en ville. Et pourquoi, vous me direz? Eh bien, les nouvelles lois sur les enclosures permettent aux grands propriétaires de mettre des clôtures autour des terres communes, transformant ces espaces partagés en propriété privée. Donc, avant ces lois, les paysans
pouvaient utiliser ces terres communes pour faire paître les animaux, cultiver des cultures et collecter des ressources comme le bois pour le chauffage. Donc ces activités étaient essentielles à leur subsistance et à leur capacité à soutenir leur famille. Et bien maintenant, les paysans ne peuvent plus faire toutes ces choses à cause des lois sur les enclosures. Ce que vous devez donc retenir, c'est que lorsque les grands propriétaires commencent à clôturer les terres, les petits paysans perdent l'accès à ces ressources vitales. Sans terre à cultiver ou à utiliser pour les animaux, leur moyen de vivre traditionnel devient non viable. De plus, avec l'augmentation de la productivité agricole, grâce à la modernisation, moins de main-d'œuvre est nécessaire dans les fermes, ce qui réduit encore plus les opportunités de travail rural. En gros, ce que vous devez retenir de tout ça, c'est qu'entre 1680 et 1720, l'agriculture se transforme grâce à de nouvelles techniques, donc la rotation des terres et de nouveaux engrais et diverses machines agricoles, donc qui font en sorte qu'il y ait besoin de moins d'hommes, donc moins de travail en agriculture. Mais ça conduit à une hausse de la valeur des terres parce qu'elles sont plus rentables et la loi des enclosures favorise les grands propriétaires terriens au détriment des petits qui ne peuvent plus avoir accès à ces terres à cause de clôtures et qui sont forcés de se déplacer vers les villes pour se trouver du travail qu'on retrouve de moins en moins dans les campagnes. Point numéro 6 au niveau des causes de la révolution industrielle au Royaume-Uni, c'est l'abondance de la main-d'œuvre. À l'époque, il y a une forte croissance démographique et beaucoup de paysans quittent leurs champs pour aller en ville. Donc, phénomène d'exode rural, on se rappelle. Résultat, ça crée une grande quantité de personnes prêtes à travailler, surtout dans les zones industrielles où les usines fleurissent. Avec tant de gens cherchant du travail, les chefs d'entreprise se retrouvent en position de force. Ils peuvent se permettre d'offrir de faibles salaires et de mauvaises conditions de travail, parce qu'il y aura toujours quelqu'un d'autre prêt à prendre le poste si quelqu'un refuse. Donc, prenons l'exemple des Écossais. À cause des clearances, un grand nombre d'entre eux sont expulsés de leurs terres et doivent aller dans les villes anglaises pour trouver du travail. Donc cela montre à quel point la situation était difficile pour les travailleurs de l'époque. Donc les clearances, c'est un phénomène de l'époque où les riches propriétaires terriens qui voulaient à tout prix les terres des Écossais les ont expulsés de force de leurs foyers ancestraux, souvent par des moyens brutaux, détruisant leurs maisons pour empêcher leur retour. Donc les Écossais étaient obligés d'aller dans les villes pour trouver du travail. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'abondance de la main-d'œuvre a joué un rôle clé dans la révolution industrielle, permettant aux usines de fonctionner à plein régime, mais aussi en créant des conditions de travail exécrables pour les ouvriers. Avec l'arrivée de machines innovantes, une nouvelle ère de travail commence, et la division du travail devient la norme. Chaque ouvrier se spécialise dans une tâche précise, contribuant à la production de biens à une échelle jamais vue auparavant. Donc le textile et la métallurgie sont parmi les premiers secteurs à se transformer radicalement. Les changements dans l'agriculture poussent les paysans souvent pauvres à abandonner la campagne pour chercher de meilleures opportunités en ville. Cet exode rural fournit une main-d'œuvre abondante aux villes industrielles, accélérant encore l'industrialisation et l'urbanisation du pays. Donc cette révolution industrielle ne modifie pas seulement le paysage urbain et le travail, elle bouleverse aussi la structure sociale. Deux classes émergent clairement, la bourgeoisie qui possède les moyens de production et les ouvriers qui en dépendent pour vivre. Bien que profondément interdépendants, ces groupes sont souvent en conflit, chacun luttant pour ses propres intérêts. Remontons le temps jusqu'au Moyen-Âge, une période où la bourgeoisie commence son ascension, gagnant d'abord en influence économique puis politique. Avec la Renaissance et les grandes découvertes, les bourgeois britanniques prospèrent, enrichis par le commerce avec les nouvelles colonies. Au fil du temps, certains bourgeois ambitieux se font élire députés parlementaires, marquant leur entrée dans l'arène politique. L'industrialisation accentue leur puissance. Possédant usines, ressources naturelles et main-d'œuvre, ils deviennent l'élite économique et politique, détrônant la noblesse au sommet de la hiérarchie. Parallèlement, une nouvelle classe sociale émerge dans les usines, les ouvriers, que l'on surnomme aussi la classe ouvrière.
Sans qualification particulière, ils offrent leur force de travail en échange d'un salaire, formant le cœur battant des villes industrielles. Alors que l'Angleterre s'industrialise, la demande en ouvriers explose. Mais face à une offre de main-d'œuvre excédentaire venant des campagnes, les bourgeois tirent les ficelles, ils exploitent leur position dominante, imposant aux ouvriers des conditions de travail difficiles et des salaires minimes. Imaginez des vagues de paysans et de travailleurs agricoles quittant les champs pour affluer vers les villes, cherchant de nouvelles opportunités dans un monde en pleine mutation industrielle. Ces villes ne sont pas prêtes à accueillir un tel afflux. Routes, logements, système d'eau, tout manque pour répondre aux besoins de cette population croissante. Donc ces nouveaux citadins, souvent pauvres, s'entassent dans des quartiers surpeuplés, vivant dans des conditions déplorables. Leurs logements insalubres, nocifs pour la santé, sont situés à proximité des usines dans un environnement pollué par la fumée, du charbon et les déchets industriels. L'industrialisation crée ainsi une nouvelle classe sociale, les ouvriers. Pendant ce temps, la bourgeoisie avait, avec le contrôle des moyens de production, gravi les échelons sociaux, atteignant le sommet de la hiérarchie. Au cœur de cette transformation, les inégalités entre ces classes s'accentuent, conduisant à des conflits importants. Les ouvriers commencent à se mobiliser, luttant contre le gouvernement et les chefs d'entreprise pour revendiquer de meilleures conditions de vie. Alors que l'industrialisation redessine la société anglaise, elle forge également une révolution économique, introduisant des concepts tels que le libéralisme économique et le capitalisme qui remodèleront le monde. Au cœur de cette transformation se trouve Adam Smith, philosophe des Lumières du XVIIIe siècle. Son approche novatrice prône la liberté d'entreprise et l'allègement des contraintes gouvernementales, posant les bases du libéralisme économique. Donc selon lui, ni les individus, ni les entreprises ne devraient être bridés économiquement par le gouvernement. Parallèlement, l'industrialisation pousse les bourgeois à investir massivement dans les usines, favorisant une accumulation rapide de capital et donnant naissance au capitalisme. Donc cette quête incessante de profit conduit à l'innovation dans la gestion des entreprises et dans les pratiques financières, notamment la création de banques modernes et de bourses. L'industrie naissante nécessite également de nouvelles solutions de transport. La locomotive et le bateau à vapeur révolutionnent le développement des marchandises et des matières premières, surmontant les obstacles naturels et accélérant le commerce. Donc l'industrialisation ne transforme pas seulement l'économie britannique, elle redéfinit le commerce mondial. Grâce au libéralisme économique, au capitalisme et aux avancées dans les transports, la Grande-Bretagne s'affirme comme une puissance économique de premier plan. On se rappelle que l'industrialisation en Grande-Bretagne marque la naissance d'une nouvelle classe sociale, la classe ouvrière. Donc ces travailleurs affrontent des conditions de vie et de travail extrêmement difficiles, avec de longues heures dans des environnements dangereux. Donc les bourgeois, en quête de profit, exploitent leurs ouvriers, leur offrant des salaires dérisoires et aucune sécurité de travail. Donc femmes et enfants, particulièrement vulnérables, travaillent pour des sommes encore plus faibles, souvent dans des conditions encore plus périlleuses. Face aux tentatives des ouvriers d'améliorer leurs conditions, les autorités et les patrons répondent souvent par la répression. Donc le droit d'association est nié, les manifestations sont dispersées et les grévistes remplacés par des briseurs de grève. Donc, malgré tout, la persévérance des mouvements ouvriers paie parce que, au fil du temps, ils obtiennent des réformes importantes, soit réduction des heures de travail, droit de syndication, instauration d'un salaire minimum. Ça a quand même pris 100 ans avant de voir toutes les lois qui ont fait en sorte d'emmener des droits aux travailleurs, comme des lois qui interdisent par exemple les journées de travail de 12 heures en usine pour des enfants, l'interdiction de travailler dans des usines de coton pour les enfants de moins de 9 ans, l'interdiction de travailler dans des mines pour des enfants de moins de 10 ans et pour les femmes. Une des avancées vraiment majeures, c'est aussi une loi passée en 1871 qui reconnaît les syndicats comme étant des entités légales et reconnues. Et on sait à quel point les syndicats ont et sont toujours essentiels pour les droits des travailleurs. Et finalement, en 1910, avec l'établissement du salaire minimum.
Pendant que les bourgeois s'enrichissent, des penseurs comme Engels et Marx proposent une alternative, et cette alternative-là, c'est le socialisme, voire le communisme, son communisme d'ailleurs étant appelé le marxisme. Donc le communisme, c'est une idée qui veut que les usines et les moyens de production appartiennent collectivement aux travailleurs, pas des individus isolés seulement. Ensuite, on a le manifeste du Parti communiste de Marx et Engels qui expose une vision où les ouvriers pourraient renverser l'ordre social existant, inaugurant une ère d'équité et de justice sociale où les ouvriers sont au sommet de la pyramide au lieu des bourgeois. Pour ceux qui se demandent quand se termine la révolution industrielle, eh bien la fin de la révolution industrielle est moins clairement définie que son commencement parce qu'elle s'est transformée progressivement en d'autres phases d'innovation et d'industrialisation. Par contre, de nombreux historiens considèrent la fin du 19e siècle aux alentours de 1840 à 1870 comme la période de transition vers la seconde révolution industrielle. Et oui, parce qu'il y en a une seconde. La seconde révolution industrielle commence approximativement dans les années 1870 et s'étendant jusqu'au début du XXe siècle, marquée par de nouvelles avancées technologiques telles que l'électricité, les moteurs à combustion interne et les innovations dans la chimie et la communication. Donc la révolution industrielle démarrant dans la seconde moitié du XVIIIe siècle et s'étendant jusqu'à la fin du XIXe siècle représente une période charnière dans l'histoire humaine, marquée par d'extraordinaires transformations dans les modes de production, le travail, les structures sociales et l'environnement. Initiée en Grande-Bretagne, elle s'est diffusée à travers le monde, entraînant un passage de sociétés majoritairement agricoles et artisanales à des sociétés industrielles et urbanisées où plusieurs nations ont pris exactement le même modèle des États-Unis jusqu'à tout nouvellement la Chine. La production en masse a réduit les coûts et rendu les biens de consommation plus accessibles, tout en engendrant de nouvelles classes sociales, donc la bourgeoisie industrielle et la classe ouvrière. Néanmoins, les conditions de travail souvent déplorables, l'exploitation des travailleurs, y compris des enfants, et l'impact environnemental de l'industrialisation sont autant de défis qui ont émergé durant cette période et auxquels nos ancêtres ont répondu en formant des syndicats et en nous donnant nos premiers droits en tant que travailleurs. En conclusion, la révolution industrielle ne fut pas seulement une ère de progrès technologique, mais aussi un moment de profonds bouleversements sociaux et économiques dont les répercussions continuent d'influencer notre société contemporaine. Elle pose donc les fondements de l'ère moderne, façonnant de manière indélébile le paysage industriel, économique et culturel mondial. Voilà tout pour cette vidéo, c'était Adam de Planète Tutorat. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur la révolution industrielle. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par texto, Messenger, sur la plateforme, section commentaires. Et moi je vous dis à bientôt, ciao ciao.